L'utilisation des sachets plastiques bientôt interdite sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le gouvernement donne un délai de 6 mois aux acteurs en vue de consommer la totalité des stocks. C'est l'une des décisions prises hier en Conseil des ministres. Le lauréat du prix d'honneur 2012 de la Direction générale des impôts est connu. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Il a reçu hier des mains du Premier ministre le prix de l'excellence de la DGI. En République démocratique du Congo, les civils fuient les combats entre rebelles du M23 et l'armée régulière à Goma. Bonjour à tous, merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. L'utilisation des sachets plastiques bientôt interdite sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le gouvernement donne un délai de 6 mois aux acteurs en vue de consommer la totalité des stocks. C'est l'une des décisions prises hier en Conseil des ministres. Par cette action, l'État ivoirien affiche sa volonté à protéger l'environnement en supprimant l'impact négatif de ces sachets sur la vie des populations. Sur place au palais présidentiel, Jérôme Kofi Abolin. Il est des rendez-vous à ne pas manquer. Les membres du gouvernement ce mercredi, comme toutes les semaines, présents au palais présidentiel, ce à l'appel du Conseil des ministres hebdomadaire sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara. À cette rencontre du 22 mai 2013, la question d'un environnement sain a été l'une des nombreuses préoccupations, d'où la décision prise en vue de l'élimination des sachets plastiques, source de pollution. Il s'agit d'un décret qui interdit la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques sur l'ensemble du territoire national. Il suffit de voir l'environnement autour de nous pour voir l'impact que ces sachets plastiques ont sur la vie des populations. Déjà, au niveau d'Abidjan même, il faut savoir que l'essentiel des problèmes d'évacuation des eaux usées, par exemple, vient des sachets plastiques qui bouchent, qui obstruent les canalisations. Ces sachets également ont d'autres impacts, notamment sur les animaux. Donc, contribuent à tuer les animaux, contribuent à tuer les poissons. Certains pays ont pris cette décision courageuse, y compris certains pays africains. Donc, la Côte d'Ivoire, qui se veut un pays allant vers la modernité, donc prend cette décision qui va surtout permettre de protéger notre environnement de vie, faire en sorte que cet environnement soit de meilleure qualité. Un conseil des ministres au cours duquel l'investiture du président Alassane Ouattara en tant que chef de l'État il y a 2 ans n'est pas passée sous silence. Saisissant cette occasion, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a réaffirmé la détermination du gouvernement au regard de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. 21 mai 2011, 21 mai 2013, voilà 2 ans, Excellence Monsieur le Président de la République, que vous avez été investi à Yamoussoukro, notre capitale politique en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis lors, que de chemin parcouru en si peu de temps. On note en effet des avancées fort remarquables sur les 3 grands chantiers que vous avez initiés pour l'action gouvernementale, à savoir la paix et la sécurité, la réconciliation nationale, la reconstruction et la relance économique. Si beaucoup a été déjà fait, Excellence Monsieur le Président de la République, il faut indiquer cependant, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises, que beaucoup reste à faire, notamment dans les domaines de l'emploi, en particulier l'emploi des jeunes, de la cherté de la vie et de façon générale l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Conformément à vos instructions, le gouvernement s'attelle à résoudre ces différentes questions. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les membres du gouvernement, plus que jamais, doivent continuer à se retrousser les manches, cela pour contribuer au développement harmonieux d'une Côte d'Ivoire qui aspire à être un pays émergent, conformément aux vœux du président de la République, Alassane Ouattara. Hier après-midi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était à l'Assemblée nationale pour une séance de travail avec Guillaume Soro. La rencontre a duré plus d'1 heure. Le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale ont fait le bilan des 2 ans d'exercice du pouvoir du président Alassane Ouattara. Le reportage de Victorine Yaoyopoué.
Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a choisi le temple de la démocratie qui est l'Assemblée nationale pour se prononcer sur les 2 ans du pouvoir Alassane Ouattara. Face à la presse nationale et internationale, le chef du gouvernement a jugé ce bilan positif. En dehors de la croissance économique qui est à 8,6%, Daniel Kablan-Duncan donne 3 exemples qui témoignent de la bonne santé de la Côte d'Ivoire, à savoir l'indice d'insécurité passé de 3,2 à 1,6 en mai 2013. Qui concerne l'armée, donc la police, la gendarmerie, disons que les forces de l'ordre ont été restructurées et équipées. Vous savez aussi qu'on a mis en place le CCDO avec des moyens importants, avec des caméras dans la ville. De nouvelles caméras donc arrivent, d'ailleurs une centaine, de manière à permettre donc que la sécurité soit donc fondamentale, parce qu'on ne peut pas avoir de développement sans sécurité et sans paix. On note aussi que le président Félix Houphouët-Boigny disait que la Côte d'Ivoire doit être en paix à l'intérieur de ses frontières, en paix avec ses voisins et en paix avec le reste du monde. Vous notez que c'est bien le cas actuellement. Il y a eu, au niveau donc politique, des discussions avec l'opposition, même si nous n'avons pas encore abouti avec ce qu'on appelle le CPD, c'est-à-dire donc le cadre permanent de dialogue, les 11 partis politiques. Nous avons fortement avancé. 2 commissions ont fini déjà leur rapport. J'en parlais au président donc, de l'Assemblée nationale tout à l'heure, en indiquant que des éléments de projet de loi viendront à l'Assemblée nationale pour entériner les conclusions auxquelles nous sommes donc arrivés. Il reste 2 autres commissions qui vont faire l'objet donc de discussions. Avec le FPI, il y a eu des avancées aussi, mais là, les commissions n'ont pas, disons que, donné leur rapport. Je pense qu'au mois de juin, nous allons renouer les discussions avec le FPI, comme avec les autres partis, de manière à ce que nous puissions donc aboutir à la normalisation de la vie politique donc, au niveau de la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a mentionné plusieurs chantiers importants pour les années à venir, notamment l'emploi, la réduction du coût de la vie et la santé des populations. Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué de souligner que le gouvernement doit ses résultats à son prédécesseur, désormais à la présidence de l'Assemblée nationale. Occasion pour Guillaume Soro de jeter un regard sur ce qui a été accompli au Parlement. Les 2 personnalités ont par ailleurs décidé de se rencontrer le dernier jeudi de chaque trimestre. Cela s'inscrit dans la droite ligne du dialogue entre les institutions que les 2 hommes entendent instaurer. On reste sur place à l'Assemblée nationale. Après la séance de travail, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a remis un prix au président du Parlement ivoirien. Guillaume Soro, lauréat du prix d'honneur 2012 de la Direction générale des impôts, a reçu des mains du Premier ministre le prix de l'excellence. Le récit est signé Victorine Oyoboué. Avant de devenir le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro était le chef du gouvernement. À ce titre, il a entrepris plusieurs réformes économiques qui ont permis à la Côte d'Ivoire de renouer avec la croissance à peine sortie de la crise. C'est pourquoi la Direction générale des impôts a décidé de lui décerner le prix d'honneur de son prix d'excellence édition 2012. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est lui-même déplacé pour lui remettre le prix composé d'un trophée et d'un diplôme. Je voudrais dire toute ma reconnaissance et ma joie de recevoir ce prix ce jour. Je voudrais tout simplement dire que nous sommes contents d'avoir pu donner et mettre à disposition donc des différents compartiments de l'État les moyens appropriés pour faire le travail qu'ils ont pu faire. À mon tour, je voudrais aussi saluer le Premier ministre qui a tenu à être présent, cette marque d'humilité, d'amitié et de fraternité que vous m'avez toujours témoigné me touche particulièrement. Le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale ont eu ensuite une séance de travail pour passer en revue plusieurs dossiers importants de la vie de la nation. Les États africains célèbrent le 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, scellée le 25 mai 1963 à Addis Abeba. Et toute l'Afrique se retrouve cette fin de semaine dans la capitale éthiopienne pour l'occasion. Thème du cinquantenaire, panafricanisme et renaissance africaine. En attendant, un bilan est dressé par Viviane Heimer.
De la simple bâtisse qui lui tenait lieu de siège depuis sa création en 1963 jusqu'à son installation en 2011 dans ces gigantesques locaux ultramodernes, l'OUA, devenue en 2002 l'Union africaine, a résisté à l'usure du temps, aux rivalités, aux tensions et conflits entre États. L'organisation, au fil des années, s'est agrandie. Si à sa création, le 25 mai 1963, elle comptait 32 États, l'Union africaine compte aujourd'hui 54 pays membres. En 50 ans, un seul pays africain s'est retiré de l'organisation. Il s'agit du Maroc qui a claqué la porte en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui. Au cours de son demi-siècle d'existence, l'Organisation de l'Unité africaine a acquis une plus large crédibilité au plan international. Désormais, l'Union africaine est devenue la personnalité de premier plan en Afrique. Ses avis et recommandations sont écoutés et pris en compte au niveau du monde. On peut cependant reprocher à l'organisation africaine de n'avoir pas encore réussi en 50 ans à sortir du rôle d'arbre à palabre dans lequel les gouvernants africains l'ont confiné depuis sa création. Les sommets de chefs d'État sont encore trop souvent dominés par les règlements de différends et de conflits. Les nouvelles missions qui ont été confiées à l'OUA quand elle est devenue en 2002 l'Union africaine et qui sont de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et le développement en Afrique sont encore noyées dans les nombreux règlements de conflits. Les grands projets de développement dans le cadre de l'intégration économique de l'Afrique comme la construction d'infrastructures routières et ferroviaires ou encore ce projet cher à l'Union africaine de création d'une banque centrale de développement pour l'Afrique n'ont pas encore vu un début d'exécution. Mais l'espoir est permis. En effet, grâce au jeu naturel des forces, l'Afrique du Sud, pays émergent et pays le plus avancé économiquement en Afrique, pèse aujourd'hui de tout son poids au sein de l'Union africaine. Mais d'autres pays se préparent pour apporter également leur contribution à l'Union. Il y a la Côte d'Ivoire qui, sous la conduite du président Alassane Ouattara, se prépare à devenir à son tour pays émergent à l'horizon 2020. Il y a aussi le Nigeria, ainsi que d'autres. L'espoir est donc permis. C'est pourquoi 50 ans de vie pour l'Organisation de l'Unité africaine, ce n'est que le début d'une nouvelle ère pour l'Union africaine. Et c'est signé Viviane Aimé. Par ailleurs, les ministres en charge de l'énergie des États membres de la CEDEAO se retrouvent vendredi prochain à Yamoussoukro pour une réunion qui va porter sur l'autonomie énergétique dans la sous-région. La rencontre se prépare déjà et les experts du domaine énergétique réfléchissent depuis hier sur les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour l'assainissement de ce secteur. Chaltatou, reportage. Cette rencontre concerne les experts représentant les départements en charge de l'énergie, les organes de régulation et les sociétés d'électricité ainsi que les partenaires au développement. Elle précède la réunion des ministres en charge de l'énergie des États membres de la CEDEAO. Elle vise donc à la préparer pendant 2 jours à travers des travaux de réflexion. Ces travaux vont permettre aux participants d'identifier tous les maux qui minent ce secteur et de proposer des solutions durables. No energy, no health. Pas d'énergie, pas de santé, pas d'éducation pour éradiquer la pauvreté. Voilà pourquoi l'énergie est la priorité première de l'ensemble des chefs d'État. C'est pour nous plus que nécessaire de se rassembler, de venir ensemble, de conjuguer nos efforts. Jeudi, les participants vont également se pencher sur les questions du marché du gaz et de l'énergie renouvelable en Afrique de l'Ouest. La restitution des corps des victimes de la crise post-électorale aux familles a débuté. Hier, à l'Ivocep de Trècheville, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, a procédé à cette remise au nom du gouvernement. Cette restitution, rappelons-le, intervient à la suite des opérations d'exhumation qui ont débuté le 4 avril dernier. Témoin pour RTI1, Patricia Omouitia. Yopougon, dans le district d'Abidjan. Ici se déroule l'opération d'exhumation des corps des victimes de la crise post-électorale. Un peu plus d'1 mois, c'est la remise symbolique des corps de 5 victimes de la crise post-électorale aux familles.
Dernier hommage aux défunts, dont les familles ont reçu le drapeau tricolore, signe de reconnaissance de la nation ivoirienne. Ils ont pansé nos plaies en levant les corps derrière nos maisons. Je remercie le président de la République. Mais on lui dit merci. Pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, c'est un grand pas vers la réconciliation nationale. Pour 22 corps sur les 40 que nous avons pu exhumer dans 20 fosses communes, donc là nous avons pu les identifier et nous sommes sûrs que les restes humains que nous remettons sont celles des personnes disparues dans les familles qui vont les recevoir. Nous allons poursuivre l'opération sur l'ensemble du territoire. Occasion pour le président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire de remercier le président de la République et de soumettre des doléances, notamment l'octroi d'une aide financière aux familles endeuillées. Des mesures seront prises par le gouvernement afin de mener jusqu'au bout l'opération d'identification des corps des victimes de la crise post-électorale. Et on passe à cette information. Le conseil d'administration de la radio-diffusion-télévision ivoirienne vient de désigner le nouveau directeur général de la RTI. Il s'agit de M. Amadou Bakayoko. Pascal Akabrou a été reconduit à la tête du conseil d'administration de la RTI. Plus de 200 étudiants ivoiriens viennent de bénéficier de bourses d'études par le biais de l'Ordre africain des grandes écoles et universités. L'organisation œuvre pour le développement socio-économique et l'épanouissement de la jeunesse à travers la formation. La remise symbolique de ces bourses a eu lieu à l'Institut universitaire d'Abidjan-Cocody. Francis Boifo, reportage. Remise symbolique de bourses à des étudiants ivoiriens. Au nombre de 200 au total, ces étudiants seront autorisés à s'inscrire au titre de l'année académique 2013-2014 à l'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Mbasogo à Cotonou au Bénin ou dans d'autres écoles privées, membres de l'Ordre africain des grandes écoles et universités orageux. Ces étudiants ont rempli les formalités d'usage via le site internet www.orageux.org. J'aimerais dire merci au président équato-guinéen pour l'opportunité qu'il offre aux jeunes Africains de pouvoir continuer les études partout en Afrique. L'essentiel aujourd'hui pour les parrains de ce projet, c'est de permettre désormais aux étudiants africains d'étudier sur le continent africain pour mettre leurs connaissances au profit du développement du continent. Selon Amoussou Jean-Baptiste, coordonnateur du projet de formation pour tous, ce sont 100 000 bourses d'études qui seront offertes aux étudiants du continent africain cette année. Les bourses sont ouvertes pour les formations allant de la première année du diplôme universitaire de technologie DUT au Master 2. Les frais de scolarité varient entre 500 000 et plus de 2 millions de francs CFA chaque année. Elle couvre la scolarité et l'hébergement. La date limite d'inscription sur le site www.orageux.org pour l'obtention des bourses est prévue le 30 août 2013. Je vous conduis à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, précisément au sein du restaurant qui reçoit en moyenne 7 000 étudiants par jour pour le déjeuner. Notre guide, Mamadou Kouassi, s'est intéressé au fonctionnement du restaurant et au menu proposé. Kwadio Kwame Frédéric est malvoyant. Il est étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Chaque jour, il fait la navette entre la commune de Yopougon, où il habite, et le campus de Cocody. Quand il s'agit de se nourrir dans la journée, la seule alternative pour Kwadio Frédéric est le restaurant universitaire. Même s'il bénéficie de certains avantages, Frédéric préfère faire le rang comme tous les autres, prendre son ticket et s'installer par la suite aux côtés de ses camarades malvoyants. Comme Kwadio Frédéric, ce sont environ 7 000 étudiants et personnels de l'université Félix Houphouët-Boigny qui se nourrissent au quotidien dans ce restaurant. Aujourd'hui, les plats qui étaient au menu, c'était du riz à la sauce graine et puis les vermicelles. Bon, moi, j'ai choisi la vermicelle parce que le soir, je vais manger du riz à la maison. Donc, je ne vais pas manger du riz à midi et puis encore manger du riz le soir. Je préfère le riz au vermicelle. C'est pourquoi j'ai pris. Pour obtenir un plat, il faut débourser la somme de 200 francs CFA. Et les étudiants apprécient diversement la qualité des services offerts. Ce midi, le plat était bon. Mais j'aimerais que le coût donne un peu de moins au moment. Parce que très souvent, quand on arrive ici, il y a un manque de sauce ou bien le riz n'est pas prêt. Vraiment, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. On
on aimerait dire aux gens de cours qu'ils améliorent les conditions, même si le prix est abordable, ils n'ont qu'à améliorer un peu. Sinon, on n'a rien d'autre à manger ici. En début d'année, bon, les plats étaient plutôt de bonne qualité, mais au fur et à mesure que l'année avance, on a l'impression que la qualité a diminué considérablement. Lorsque je viens ici, avec 200, je mange bien, je suis rassasiée, comme si j'étais à la maison. Bon, je me sens bien à l'aise ici. C'est souvent bon, c'est souvent aussi pas trop bon. Mais on mange comme ça parce qu'on a faim. En tout cas, c'est du social, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de qualité, c'est juste du social. Les responsables rassurent les étudiants quant aux dispositions prises pour l'amélioration des services. Ils ne peuvent pas être totalement satisfaits, mais par rapport aux autres années, ils trouvent qu'il y a une nette amélioration. Et nous sommes toujours prêts à donner le meilleur de nous-mêmes. Aucune œuvre humaine n'est parfaite et nous ferons de notre possible pour les rendre heureux, qu'ils viennent et on va trouver des solutions pour pouvoir ouvrir la salle du haut afin de leur éviter de trop durer dans les rangs. Cela fait 6 mois que le restaurant a réouvert ses portes après 2 ans de fermeture pour travaux. Aujourd'hui, ce sont environ 42 000 étudiants et personnels de l'université qui bénéficient des services de ce restaurant en semaine. Un restaurant qui doit beaucoup prouver pour satisfaire la clientèle. Et on va quitter le restaurant de l'université Félix Houphouët de Boigny de Cocody pour prendre la direction de Tia Salé, où les planteurs d'EVA Culture viennent de tenir une réunion pour faire le bilan de leurs activités. Les producteurs ont évoqué leurs difficultés, notamment les raquettes sur les routes. Thérèse Tapeyoboué, reportage. Sur 42 délégués que compte la COFET, coopérative des planteurs d'EVA de Tia Salé, 32 étaient présents à cette rencontre. Selon le président du conseil d'administration, Adi Isaac, la COFET a réalisé un excédent de plus de 22 millions de francs. Cependant, a-t-il noté, ce résultat positif est loin des objectifs fixés, compte tenu d'une campagne assez difficile, notamment la baisse du prix d'achat du coagulium, des querelles de positionnement avec les usiniers. Autre difficulté évoquée, le racket sur les routes secondaires lors de la collecte. Tenez pour exemple. Au moins 7 barrages sur l'axe Andoussi-Sikansi, distantes de 30 km. À ce sujet, le représentant du préfet de Tia Salé a demandé aux responsables de la COFET de saisir dorénavant le comité départemental de lutte contre le racket, présidé par le préfet Gwessé Jules. Après la validation du rapport moral et financier, l'Assemblée a donné quitus à l'équipe dirigeante. Elle a en outre procédé à l'affectation du bénéfice de la COFET, dont 20% devront constituer la réserve légale, 5% à la formation des membres, 10% aux investissements et 65% pour un report à nouveau. Aujourd'hui, jeudi 23 mai, c'est la journée internationale des musées, une journée instituée par les Nations Unies depuis 1977 et l'objectif est de sensibiliser le public sur le rôle et l'importance des musées. La Côte d'Ivoire qui célèbre l'événement invite à travers le ministère de la Culture et de la Francophonie les populations à fréquenter les musées. Ce jeudi 23 mai, tous les regards se focalisent sur les musées. La Journée internationale des musées, instituée par les Nations Unies depuis 1977, vise à sensibiliser le public sur le rôle et l'importance du musée, lieu de conservation et de promotion du patrimoine de l'ensemble des héritages culturels. Pour toutes ces raisons, en Côte d'Ivoire, le ministère de la Culture et de la Francophonie invite les populations à fréquenter les musées. Rendre nos musées plus accessibles à tous. Ancrer leur fréquentation dans notre vécu quotidien. Y rechercher la source réelle d'un développement national, régional et international sont autant de défis que les musées, et notamment le ministère de la Culture et de la Francophonie, se doivent de relever. Fréquenter les institutions de patrimoine, en prendre soin, c'est s'inscrire dans le développement durable. Pour le ministre Maurice Kwaku Bandaman, le patrimoine culturel d'un peuple reste la mémoire de sa culture vivante. Il s'exprime notamment au travers des monuments, des paysages, des arts. Pour cette journée, un focus sur la ville historique de Grand Bassam, véritable musée à ciel ouvert, permettra de se replonger dans l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire. L'accent sera mis également sur la diversité culturelle, d'où le choix du thème national, le musée,
témoin de la créativité et creuset de la réconciliation nationale. Les Nigériens se sont réveillés ce matin avec une mauvaise nouvelle. Un double attentat perpétré à Agadez et Artit très tôt ce matin. 2 véhicules piégés ont visé un camp militaire et une usine d'une entreprise minière. Des échanges de tirs ont ensuite éclaté. Le gouvernement accuse le Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, d'être à l'origine de l'attaque. En République démocratique du Congo, les civils fuient les combats entre rebelles du M23 et l'armée régulière autour de Goma. À 3 km de la ligne de front, Kibati au nord de Goma est devenue une ville fantôme. Seuls les soldats congolais, armes aux pieds, sont prêts à en découdre contre la rébellion du M23, alors que les tirs d'artillerie résonnent au loin. Après 6 mois de trêve, les armes parlent à nouveau dans le Nord Kivu. C'est pas de la rigolade. Ici, maintenant, c'est notre tour. Cette terre, ce territoire nous appartient. C'est là que nous serons enterrés. Nous sommes ici pour défendre cette zone et les intérêts de notre nation. Le Congo est notre vie, notre pays. Comme à chaque fois, les civils sont les premières victimes. Par centaines, ils fuient la zone des combats. Quand les bombes ont commencé à exploser, nous avons tous fui. Une des bombes est tombée tout près de ma maison. Même les combattants du M23 qui étaient là se sont éloignés. Ils sont partis. On ne sait pas où. C'est à cause de ces bombes qui nous tombent dessus que nous nous sommes réfugiés ici, à la MONUSCO. À la hâte, ils ont ramassé dans leur fuite un matelas, des bassines et ustensiles de cuisine et s'entassent désormais sous les murs du camp de la mission des Nations Unies au Congo, à Munigi. Ici, tous espèrent protection et soutien des casques bleus. Les combats à l'arme lourde ont repris alors que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé à Kinshasa et entame une tournée dans la région. Et justement, après avoir rencontré les parlementaires à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le secrétaire général des Nations Unies arrive aujourd'hui à Goma. Alors que les combats contre le M23 continuent, Ban Ki-moon assure du déploiement d'une nouvelle brigade d'intervention et d'une aide supplémentaire de la Banque mondiale. Au Tchad, les réfugiés centrafricains affluent. Ils sont pris en charge par un centre médical. Dans le sud du Tchad, de nombreux réfugiés centrafricains sont installés ici, près du village de Beret. Leurs besoins sont importants. Ils dépendent de l'aide humanitaire pour leur logement, leur nourriture et leur santé. Un centre médical a donc été créé non loin de là. Il accueille les réfugiés, mais aussi les populations locales. Le centre de santé de Beret a été construit en dehors de camp pour qu'il donne aussi accès aux populations hautes, autochtones autour des camps qui ont accueilli les réfugiés, et ça permet aussi de favoriser la cohabitation. Cette jeune réfugiée centrafricaine vient consulter pour son fils atteint du paludisme. Il a eu de la fièvre toute la nuit. J'étais très inquiète et je n'avais pas de médicaments. J'ai eu peur toute la nuit que mon bébé meure. Le médecin lui prescrira plusieurs jours de traitement. Tout est entièrement pris en charge. Les équipes médicales ne chôment pas, elles restent vigilantes, surtout avec les jeunes enfants souffrant de malnutrition. Le centre financé par l'Union européenne, géré par le Haut Commissariat aux réfugiés, veut non seulement développer l'accès aux soins, mais aussi améliorer la qualité des soins. L'objectif, parvenir à réduire une mortalité encore trop importante dans cette région. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a été entendue aujourd'hui par la Cour de justice de la République. Les 3 magistrats qui l'ont convoquée enquêtent depuis près de 2 ans sur les lourds soupçons de complicité, de faux et de détournement de fonds publics qui pèsent sur l'ancienne ministre française de l'économie et des finances dans le dossier Bernard Tapie. Sachez que l'ex-ministre de l'économie et des finances avait décidé de recourir à un tribunal arbitral pour résoudre le litige entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais datant du début des années 1990.
Aux États-Unis, la tornade de lundi pourrait coûter plusieurs milliards de francs CFA au gouvernement américain. Sur place à Moore, les populations tentent de retrouver quelques objets précieux dans les débris. Le président américain Barack Obama est attendu dans la ville de Moore dimanche prochain. Et ce rappel, avant de nous séparer, sachez que le conseil d'administration de la RTI a désigné aujourd'hui même le nouveau directeur général de la RTI. Il s'agit de M. Amadou Bakayoko. Pascal Akabrou a été reconduit à la tête du conseil d'administration de la RTI. Et c'est ici qu'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention.